savez ce fameux tango, la comparsita, là. Pam, 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 pam. Bah, ça, c'est uruguayen aussi. Puis vous savez, le malheur de l'Uruguay, c'est qu'il exporte, comme l'Argentine, des vaches, de la laine, et puis du tango. Puis le tango, même le tango, ça marche plus. Yes, 719, somebody 8 man. Okay, you call out to mark here, runway 11. Wind is 100 at 10 knots. Bravo Yankee derrière Delta Juliette devant vous à droite, si vous rappelez, derrière lui. Beaucoup de jeunes filles, originaires des pays francophones, ont épousé des étrangers qui les ont emmenés vivre dans leur pays. Qui, mieux que ces émigrés par amour, saurait nous parler de ces pays dont elles ont fait leur deuxième patrie, sans toutefois oublier leur pays d'origine? C'est le cas pour aujourd'hui d'une Française, Chantal Olvec, devenue uruguayenne pour avoir épousé un médecin de Montevideo. Ce pays, il est petit et il est un peu monotone, enfin. Oui, si vous voulez, c'est la Pampa. La Pampa d'Argentine commence déjà ici en Uruguay. Je crois que ça me manquerait, moi. Pas une montagne, pas un changement de paysage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le Cerro de Montevideo est le sommet de l'Uruguay. C'est la petite montagne, on peut l'appeler comme ça, qui est à l'entrée du port de Montevideo. Oui, qui fait 100 mètres de haut. Oui, à peu près. Est-ce que Montevideo ne souffre pas de la proximité d'une ville aussi énorme que Buenos Aires? Non, parce que Montevideo est très content d'être la petite ville où on vient se reposer. Quand on arrive de Buenos Aires, où il fait un climat assez lourd, assez difficile, les gens disent on arrive à Montevideo, c'est merveilleux, on respire. Le climat est différent? Oui, tout à fait. Pour très peu de distance? Très peu de distance, mais Buenos Aires est un petit peu plus à l'intérieur du Rio de la Plata. Alors à Montevideo, on a quand même l'air de l'océan, qui rend bien plus agréable. Si on est un petit peu dans le côté résidentiel, la province à proximité de Buenos Aires. Vous êtes merveilleusement installé ici? Oui, oui. Vous voyez, je suis à 2 pas de la plage. Vous avez la plage de Positos, là-bas. Vous voyez la mer de ce côté-ci, la mer de l'autre côté aussi. Puis c'est quand même assez bien parce que on n'est pas directement sur la plage. On n'a pas le vent quand il y en a. Puis il y a cette vue-là. Oui, j'avais pas ça à Paris. Oui. Números extraordinarios del Patrussudo, 40 pesos, unos 20 pesos. Números extraordinarios. La mejor revista, el comentillo de Nicolás. Números extraordinarios, la mejor revista argentina, la estoy entregando a 50 pesos. C'est la plage de Positos, c'est-à-dire tous ces immeubles-là. Ça n'est pas le centre de la ville, ça? Non, mais c'est tout près, tout de même. Vous êtes à 10 minutes en voiture. Ce sont des immeubles quoi, résidentiels? Ce sont des gens Oui, c'est le quartier résidentiel qui fait pendant au quartier encore plus résidentiel qui s'appelle Carrasco, qui serait le bois de Boulogne. Enfin,
Oui. Nous sommes en semaine, là, nous sommes aujourd'hui vendredi. Il y a déjà pas mal de monde sur la plage. Ben, c'est l'été, mais il y a beaucoup de touristes déjà qui viennent d'Argentine, même du Brésil, qui fuient les grosses chaleurs du Brésil et qui viennent jusqu'ici. Photographe. Aïelos. Ce que j'aime sur cette plage, c'est l'animation qu'il y a. On se croirait un peu en Espagne ou en Italie, mais avec quelque chose en plus. Il y a ce côté un peu de farniente qui est quand même le côté typique de l'Amérique du Sud. Par exemple, chez nous en France, quand il y a une grève, ben, les gens sont dans la rue, vont manifester. Ici, quand il y a une grève, si c'est un jour en été, les gens sont à la plage. Alors, c'est assez typique. Bon, la grève sur le... Pas sur le tas, sur le sable. Non, sur le sable, exactement. Mais ça n'est pas une très belle plage, hein, parce que l'eau est très sombre, très noire. L'eau est un peu chocolat, voilà. Le fameux Rio de la Plata n'est pas tellement agréable pour s'y baigner. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a aucune plage payante. Enfin, ah non, mais ça n'existe pas ici. Si c'était à Cannes, le mètre carré se payerait cher. Non, non, ici absolument pas. D'abord, c'est contre les lois du pays, absolument. Ici, tout ce qui est à l'air et toute la nature est, si vous voulez, accessible à tout le monde. Il n'y a absolument pas question ni d'avoir de plage payante, ni d'avoir non plus de maison sur la mer avec une plage privée. Hein, ça n'existe pas. Oui, vous avez quelle température à peu près ici en été? Mais c'est très variable. Il y a des années où on a presque jusqu'à 40. Jusqu'à 40. Presque jusqu'à 40. D'autres années aux alentours de 30. Quand même, très et le agréable. plus gros des chaleurs, c'est en plein mois de janvier. C'est maintenant. Janvier et février. Le pouvoir d'achat a l'air assez faible finalement. Les voitures, c'est Oui, mais alors là, les voitures, c'est tout à fait une valeur fausse. Parce que l'Uruguay veut protéger, on ne sait pas trop pourquoi, ce côté-là, et il met des taxes terribles de douane. Combien coûte par exemple une Volkswagen ici? 1 200 000 ou 500 000 pesos. Ça fait 30 000 francs de nouveau. Alors c'est pour ça qu'on voit tous ces tacos invraisemblables qui circulent. Exactement. Ici, une voiture roule facilement 200 ou 300 000 kilomètres. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien Là, on est en 1935. Un petit peu mélangé quand même. Comparons le prix d'une maison et d'une voiture. Un appartement à Pocitos, finalement, ça coûte 6 millions, 7 millions. Ça fait 24 000 $. Oui. Enfin, vous avez des petites maisons dans des quartiers un peu plus éloignés, 1,5 million. Disons 6 000 $. Et une voiture peut coûter facilement plus. Ah oui. Enfin, nous sommes quand même dans un pays charmant, adorable, mais qui est dans une situation apparemment explosive. Oui, explosif, c'est peut-être un peu exagéré. C'était la Suisse de l'Amérique du Sud. Exactement. Et puis tout d'un coup, même celui-là, ça met à bouger. Oui. Bon. Ben, si vous voulez, ça s'explique à cause de la crise économique, ce qui sévit depuis déjà une dizaine d'années. Pendant la guerre, l'Uruguay était riche. L'Uruguay produisait de la viande et de la laine, qui faisait sa richesse, puis qu'ils l'ont vendue aux Américains. Puis au fur et à mesure, cette richesse qui était fictive, oui. ou fictive, oui. Vous oubliez le français un peu tôt. Oui, c'est ce que je vous disais ça tout à l'heure. C'est que des inconvénients pour moi était que j'oubliais mon français et que je mélangeais des mots d'espagnol de temps en temps. Toutes ces dernières années, le bourgeois, le petit bourgeois qui avait quelque chose, est celui qui a le plus souffert de la situation économique déficiente du pays. Et s'est vu obligé de diminuer son train de vie. Je pense que justement, maintenant, ils vont se réveiller un petit peu. Du fait qu'ils souffrent, qu'ils commencent à souffrir de ce sous-développement. Ils sont en train de prendre conscience et ils vont commencer à rejoindre la mentalité de l'Européen. Il y a un effort en général qui est absolument nécessaire pour industrialiser le pays. Mais surtout un changement d'état d'esprit finalement. Aussi, il faut que l'Uruguayen se décide à travailler.
Donc l'Uruguayen, Oui. trop habitué à cette situation, ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait pas de production dans le pays, parce qu'il n'y a pratiquement pas de matières premières, elles ne sont pas exploitées. L'agriculture qui pourrait être développée ne l'est pas non plus. Si vous voulez, l'Uruguayen vide ses restes. Mais une estancia, comment ça se présente? Il y a d'énormes étendues de campo, de campagne. Puis alors, de temps en temps, vous avez quelques bâtiments avec un point d'eau. Et puis alors, la maison du gaucho avec ses chevaux qui doit aller Bon, mais s'occupe des attendez, vaches. Ouais, Vous tout dites ça, la maison du gaucho, ces estancias, elles appartiennent à des riches propriétaires. Oui, mais en général, ils vivent très peu dans les estancias. Alors. C'est ce qui explique la population énorme, disons, de Montevideo. C'est-à-dire, il y a environ 1 800 000 habitants à Montevideo, pour moins de 3 millions dans tout le pays. En général, les estancieros, comme on les appelle, ne vivent pas dans leurs estancias. El Señor dijo así, tengamos la luz y el mundo se iluminó. Le riche, celui qui a des estancias, qui a des troupeaux, a continué à avoir cette même richesse parce que, à cause de la disproportion, si vous voulez, et c'est quand même une minorité. Le pauvre, évidemment, il est toujours pauvre. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans une estancia? Du personnel, des employés? Oui, peu. Parce qu'il y a besoin de très peu de personnel pour s'occuper de vaches qui sont en liberté et qui vivent de ce qu'elles trouvent. Parce qu'on ne fait pas de culture spécialement, on ne cultive pas des prés. Enfin. Et de temps en temps, on va à la pêche aux vaches, enfin. Voilà, exactement. À la chasse. Vous savez d'ailleurs qu'on raconte que quand le gaucho qui allait d'un endroit à un autre, il n'hésitait pas pour se nourrir s'il n'avait rien sous la main ou qu'il ne trouvait pas d'auberge ou tout ça. Il n'hésitait pas à tuer une vache simplement pour manger un beefsteak. Vous dites qu'il y a très peu de personnel. En général, le personnel ne dépasse pas 10 à 20, ce qu'on appelle peones, c'est-à-dire des employés, quoi. 10 à 20 peones pour peut-être plusieurs milliers de vaches. Exactement. Et ces peones, ils gagnent bien leur vie? Non, peut-être pas tellement. Mais enfin, ils ont des avantages. Est-ce qu'il n'est pas un peu colonisé quand même? Non, pas vraiment, je pense pas. Je pense pas qu'il... Et surtout, il ne se sent pas comme ça. Lui, il vit comme ça, il est content, il a sa viande et son maté. Vous savez que le maté est traditionnel en Uruguay, là. Qu'est-ce que c'est que ce C'est un genre de thé. Là, vous voyez, vous avez du maté, là. Mais ça, c'est du maté civilisé, modernisé. En poudre. Ça n'a rien à voir avec le vrai maté qu'on prend à la campagne. Mais enfin, celui-là, c'est ma bonne qui le prend. Parce qu'elle ne peut pas s'en passer, ils ont ça un peu dans le sang. J'aime pas bon, c'est amer, c'est affreux, j'ai jamais pu m'habituer. Enfin, la campagne... C'est une herbe qui pousse n'importe où. Oui, c'est une herbe. C'est une herbe, enfin, un petit peu... Et c'est C'est pas du thé, mais enfin, c'est une herbe qu'ils travaillent de certaine manière. Et puis alors, ils le prennent à la campagne dans des espèces de petites courges séchées. Et ils le prennent avec une petite pipette, la bombige. Alors, ils prennent ça toute la journée, comme ça, pour compenser l'effet de la viande. C'est ce qui leur sert de vitamines, si vous voulez. Parce qu'ils ne prennent pas de légumes. Ah non. Comme ils mangent environ de 1 à 2 kilos de viande par jour, il faut bien quand même faire passer ça d'une manière ou d'une autre. Puis alors, ça les empêche d'avoir des infarctus à tout moment. Mais on ne mange pas de légumes, de salade avec toute cette viande? Absolument pas, surtout de la salade. Encore maintenant, on s'y met un petit peu dans les villes, mais au début, moi je me souviens quand nous sommes arrivés, avec mes parents, j'étais étonnée de voir les gens dans les restaurants qui mangeaient des beefsteaks, alors qu'ils dépassaient de chaque côté de l'assiette, c'était incroyable. Il y en avait pour 2 ou 3 personnes en France, disons. Oui. Et puis alors il y avait une petite feuille de salade à côté, mais pour rien au monde, ils l'auraient mangé. Ça c'est bon pour les lapins. La viande est coupée d'une manière amusante pour nous, puisqu'elle est coupée, les côtes, au lieu d'être coupées dans le sens normal, sont coupées en bandes dans le sens contraire.
no sé, algo especial. Quand vous mangez de la viande, c'est parigada, hein, vous mangez Parigada, c'est le grill, c'est la parija. Et la parija, ça veut dire la viande que l'on fait cuire sur ce grill. Et vous mangez de la viande avec des saucisses, du boudin. À Punta del Este d'ailleurs, on fait cette viande sur les braises avec les pommes de pin. Ça leur donne un goût tout à fait différent et délicieux. J'ai même remarqué qu'ils n'ont pas une industrie de pêche, vraiment. Non, c'est un grand tort parce que vous savez que le Rio de la Plata est une des côtes où il y a le plus de poissons. C'est formidable, il y a des bateaux qui viennent du Japon. C'est Non. très artisanal. Enfin, Tout à fait artisanal, il y a de la pêche, on vend ça au marché, il y a quelques dommages et on pense que, de toute manière, un de ces 4 matins, ils vont se réveiller sur ce côté-là et ça pourrait faire une grande richesse du pays. Vous êtes sensibilisé par ces phoques qu'on assomme tous les ans. Oui. Moi aussi d'ailleurs. Mais vous ne répugnez pas finalement à porter un beau manteau de phoque. Il faut dire que quand on voit ces petits bébés phoques, on a finalement beaucoup de peine de savoir qu'une fois par an, on vient les tuer. Mais il faut avouer que quand on arrive chez un fourreur, on oublie un petit peu ça. Et quand on voit les manteaux vraiment ravissants qu'ils peuvent faire, c'est un plaisir pour une élégante de porter un manteau de phoque ou un manteau de nutria. La nutria, c'est le ragondin. Un manteau de ragondin comme celui que vous avez passé devant nous, il vaut combien? Environ $600. Un manteau de phoque blond, là, avec un col de renard, environ dans les $500. En France, ça vaudrait beaucoup plus cher. Ah oui, tout à fait. Et les maris uruguayens, comment sont-ils? Alors c'est tout un poème, hein. À la fois tyrannique, jaloux. Et mon exemplaire à moi est un peu spécial. Il a à la fois les qualités et les défauts des Uruguayens et des Français. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est un peu trop difficile à dire comme ça en quelques mots. Enfin, ils chantent. Enfin, ils sont vivables quand même. Ouais. Ouais. Très, très latin. Tout à fait latin. Tout à fait latin avec qualité et défaut. Ouais. Ouais. Jaloux, le chef. Oui, assez autoritaire, assez, disons, accapareur. Le mari médecin de Chantal étant à Buenos Aires lors de notre visite, nous n'avons pu, hélas, recueillir ses impressions d'époux. Chantal, quant à elle, pense beaucoup de bien de ses consoeurs uruguayennes. La femme uruguayenne est très attachante, surtout dans les 30-35 ans. En général, il se passe la chose suivante. La femme uruguayenne se marie vers 18-20 ans. Elle a des enfants. Souvent, ensuite, elle divorce. Ça arrive très souvent. Et à ce moment-là, elle commence vraiment à se développer à tout point de vue, intellectuellement, dans sa vie professionnelle. Tandis que l'homme, serait plutôt le contraire. Oui, on a un peu l'impression que c'est un pays de femmes ici. Oui. D'ailleurs, il y a plus de femmes, je crois, que d'hommes. Enfin, ça arrive. Puis enfin, la rue leur appartient, les galeries leur appartiennent, Ouais. elles règnent. Et puis, vous savez, justement, une chose très importante, la femme n'a pas à présenter de requêtes pour sa liberté, pour des droits, etc. La femme est exactement l'égale de l'homme. Déjà, ici, vous voyez une chose, la femme ne perd pas son nom. Quand une femme se marie, on l'appelle madame. Un tel épouse de monsieur un tel. Ensuite, la femme n'a pas besoin de la permission de son mari pour ouvrir un compte en banque, pour... enfin, un tas de choses. Elle a exactement les mêmes droits. Dans sa profession, on ne la paiera pas moins cher. D'ailleurs, les femmes ici le sentent bien. Et il faut dire que la femme est un petit peu comme aux États-Unis, où la femme a un petit peu tous les droits, mais elle n'en abuse pas. Elle semble ici très, très féminine. Oui, et très heureuse, très détendue, très équilibrée. Un homme se sent obligé de dire une bêtise, une fleur, disons, à une femme qui passe, parce que sinon il dit j'aurais pas rendu hommage à sa beauté. Qu'est-ce qu'ils disent par exemple? Alors, le plus amusant, en général, ils disent ah, Rosita, que linda, que sauce. Comment Rosita, que linda, que sauce. Ça veut dire en général petite rose, ce que tu es jolie. Voilà, ça c'est alors, c'est gentil, évidemment. C'est un peu bébête, si on veut. Ah, c'est charmant. C'est charmant.
Oui, le football ici, c'est une hystérie presque. Ah oui, c'est une entreprise nationale, le football. Il n'y a pas un Uruguayen qui ne s'intéresse pas au football. Usted, señora, viene al estadio a ver fútbol, pero... Quand il y a les championnats internationaux, et quand l'Uruguay perd, comme ces dernières années, n'a pas eu tellement de chance, mais c'est presque le deuil national. Tout Uruguayen qui se respecte est avant tout un sportif. De tribune. Voilà. Mi corazón culebreando entre las penas, que los pasos redoblar de las uñas de la mula, me agolpa mi corazón con repicar de amargura, rosa colorada que me deshojo, rosa colorada que me deshojo, porque no esperaste mi vida que llegara yo. Que no esperaste mi vida que llegara yo. Écoutez, il y a quelque chose de quand même qui est formidable. C'est quoi qu'il puisse se passer, quand arrive l'été. Quand arrive l'été, je vais à Punta del Este. Quand j'arrive là, je dis c'est quand même formidable de vivre. Se derrama sobre el Et c'est pour ça que tout le monde oublie tout ce qui puisse passer, parce qu'il y a une joie de vivre qui sort par tous les pores chez les Uruguayens, vous comprenez? Ce côté qu'on reproche justement aux pays sous-développés ou en voie de développement, ça a aussi ses charmes. Les gens sont plus gentils, ils sont plus communicatifs, tandis qu'on ne trouve pas ça en France. Si alguna vez me amarás.